Le 29 juillet 2021, les Houston Rockets entamaient leur quête de renaissance après l'ère James Harden. Au sortir d'une saison catastrophique sportivement, avec seulement 17 victoires pour 55 défaites, une saison plus marquée par les faits extrasportifs qu'autre chose, les Rockets avaient malgré tout entre leurs mains un précieux sésame. Le deuxième pick de la draft 2021 dans une cuvée que beaucoup annonçaient comme excellente. Et en effet, le projet a pris une nouvelle tournure à partir de ce fameux 29 juillet, mais peut-être pas comme on aurait pu l'imaginer. Puisque c'est finalement avec le 16e choix que Raphael Stone a récupéré le diamant le plus rare, en la personne d'Alperen Sengun. Après 2 années de frustration à être relégué au rôle de joueur de complément, le destin du jeune Turc a basculé et le projet d'Houston avec lui. Et c'est avec l'arrivée d'Ime Udoka que le pivot s'est vu placé au centre du projet et son volume de responsabilité a été décuplé. Dans son sillage, Houston a retrouvé de la crédibilité et a bouclé son premier exercice à l'équilibre depuis 2020 et le départ du barbu. Mais alors qu'il illuminait cette attaque parfois trop prévisible, c'est bel et bien sans lui que les hommes d'Udoka ont réalisé un run fantastique qui les a presque vus décrocher le play-in. Mais alors se serions-nous trompés? Peut-on réellement gagner avec Sengun? Peut-il être encore meilleur après cette saison de l'explosion individuelle et porter ses Rockets vers la terre promise de la post-season? Les enjeux sont grands autour de ce jeune joueur rempli de paradoxes. Mais Alperen mérite d'être compris, d'être expliqué. Alors essayons ensemble de comprendre son jeu, de comprendre les enjeux. Il faudra suivre Alperen en 2024-2025, mais pourquoi? Bienvenue. De quoi sont faits les franchise players? Quelles sont les qualités qui les différencient du reste de l'élite de la NBA? Qu'est-ce qui fait leur rareté? C'est très compliqué d'assurer avoir une réponse unique à cette question au vu de la pluralité des profils qui ont dominé le jeu depuis la création de la Grande Ligue. D'autant plus au vu de l'évolution du jeu. Un jeu qui est en perpétuel mouvement. Et certains pourraient dire le shoot de Stephen Curry, d'autres le physique d'un Will Chamberlain ou d'un Shaquille O'Neal. Et en réalité, je pense qu'il n'existe pas une seule bonne réponse. Mais malgré tout, un attribut qui revient très très souvent, c'est la créativité. La créativité dans les passes, dans les finitions, la créativité dans le dribble. Toujours avoir un contre-move pour surprendre l'adversaire, pour le dominer. Et Alperen Sengun, c'est pas un joueur parfait, mais c'est sans aucun doute l'un des joueurs les plus créatifs de cette ligue. Et il aura fallu que très peu de temps pour s'en rendre compte. Et c'est vraiment de cette qualité que tout part avec Alpi. Souvent on parle de footwork, mais qu'est-ce qui fait un footwork d'exception? La maîtrise des fondamentaux, évidemment, le respect et la connaissance des règles aussi, mais surtout la capacité à feinter, encore et toujours son adversaire, dans le respect de ces règles, qui sont pourtant plutôt restrictives. C'est sans doute ça, la fameuse créativité. Le fait de totalement maîtriser les règles du cadre pour mieux en sortir, et réussir à être imprévisible malgré un champ des possibles pourtant restreint. Et justement, Alperen, il a cette capacité qui lui permet d'être assez imprévisible, plus que inarrêtable sur post-up pour le moment. Il n'a pas le combo de taille et de toucher de balle d'un Nikola Jokic, ou même la force pure d'un Domantas Sabonis. Mais il a cette créativité, qui couplée à un toucher de balle excellent et une mobilité sous-estimée, le rendent compliqué à défendre autour du panier. On est complètement dans ce côté imprévisible avec lui. Même s'il va 2 fois plus sur son épaule gauche que sur son épaule droite, il a cette capacité à sortir des moves à peu près partout autour du panier. Et c'est réellement là sa zone où il vit au scoring pour l'instant, le cercle. Puisque 85% de ses tirs sont pris soit au cercle, soit dans la zone des short mi-distance, c'est-à-dire la zone des petits flotteurs qu'il maîtrise bien avec sa main droite. Et pourtant, c'est là que l'œil semble nous tromper une première fois. Puisqu'Alperen, il est seulement à 66% de réussite au cercle. C'est bien, mais c'est loin des 71% de Jokic, des 73% d'un Chet Holmgren, des 74% d'un Kristaps Porzingis ou même des 70% d'Isaiah Hartenstein.
Mais alors comment on explique cette différence? Je pense que la première raison, elle réside dans le profil, puisque Sengun, c'est pas un joueur vertical. C'est pas une menace de rôle qui va être servie sur un plateau et donc qui va chercher des points faciles et très rémunérateurs. Et en plus, il n'a pas cette grande taille qui lui permet d'avoir un angle possible face à n'importe qui et qui le rendrait implacable, justement. Mais malgré tout, s'il y a bien une chose que cette stat ne nous montre pas, c'est qu'il provoque les fautes à merveille, puisqu'il a 147 de free throw rate plus. C'est-à-dire qu'il provoque 47% plus de lancers francs que le joueur moyen de NBA. Et ça, encore une fois, c'est grâce à son footwork, à sa créativité. Et pourtant, je pense que la plus grosse raison de ce léger manque d'efficacité, elle est peut-être ailleurs. Elle est peut-être pas dans son profil, mais plus dans son utilisation. Mais alors même que son volume de responsabilité a augmenté, tu trouves encore le moyen de critiquer son utilisation vraiment? Eh bien oui, parce que donner des munitions c'est bien, mais donner de bonnes munitions c'est encore mieux. Et la première critique serait à faire sur le post-up, je pense. Car s'il a ce côté très spectaculaire, qui peut mettre tout le monde dans le vent, on a l'impression presque à chaque action, qui peut faire une action, qui peut faire le tour du monde à chaque instant. Et bien Sengun, il est à mon sens trop utilisé sur du post-up traditionnel, sans véritable recherche de correctement ou de mieux amener ce post-up. C'est très souvent face à un intérieur, qui est sa match-up directe. Et c'est très peu, ou en tout cas trop peu à mon sens, face à un mismatch. Et le manque à gagner sur la mise en place de ces actions, il est immense. Prenons un exemple diamétralement opposé, avec Kristaps Porzingis. Kristaps Porzingis est-il fondamentalement un meilleur joueur dans cet aspect? Sans doute que non, puisqu'il n'a pas la créativité, il n'a pas le footwork, il n'a même pas la puissance pour enfoncer son défenseur. Et pourtant cette année, il a été utilisé systématiquement, ou presque, pour punir des mismatchs que l'attaque recherchait, après un switch. Et le résultat, il est immense. 1,30 points par tir tenté en post-up pour Porzingis, contre 0,96 points par tir tenté pour Alperen Sengun. Et pour les moins à l'aise avec les chiffres, si on prend ça sur un échantillon de 100 possessions, de 100 post-up joués, il y a 34 points d'écart entre Kristaps Porzingis et Alperen Sengun. Et Alperen Sengun, avec son 0,96, il est dans le 45e centile. C'est-à-dire qu'il fait moins bien que 55% des joueurs en NBA. Et c'est même une diminution par rapport à l'année dernière, où il était 63e centile, avec tout pile 1 point par tir tenté. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sengun il a régressé sur son post-up de son année 2 à son année 3? Ça fait pas vraiment de sens ça. Et la réponse à cette question un peu bête, c'est évidemment non. Déjà parce que l'écart il est pas vraiment significatif, c'est grosso modo le même rendement. Et justement, s'il faut tirer quelque chose de cette stat, c'est plus de dire que même sur le post-up, aujourd'hui c'est assez factuel, Alperen Sengun, c'est pas un joueur au rendement d'élite. Pas encore en tout cas. Mais alors pourquoi? Pourquoi alors qu'il a tous les atouts pour justement faire partie de cette caste? Et la réponse, à mon sens, elle se trouve dans un espèce d'entre-deux, dans une certaine nuance. Et peut-être et sans doute que Sengun, c'est peut-être pas le joueur d'ultra-élite de post-up comme Jokic. Mais malgré tout, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une certaine part du contexte. Il y a l'utilisation, mais il y a aussi le contexte, à mon sens, qui joue dans cette efficacité. Parce que déjà, le spacing à Houston, il est pas terrible. Il y a beaucoup de shooters qui ne sont pas forcément respectés. Et dans une NBA qui est de plus en plus cruelle, en recherche permanente du non-shooter à laisser pour pouvoir faire des défenses plus agressives sur justement les leaders offensifs, Alperen Sengun il s'est retrouvé beaucoup doublé. D'autant plus que c'était l'option 1, donc souvent l'option la première sur le scouting report adverse. Et donc il y avait peu d'espace. Et donc une efficacité qui était tirée vers le bas aussi là-dessus. Et donc au final, si le volume de responsabilité il a augmenté, on se rend compte qu'il y avait un concours de circonstances qui faisait qu'Alperen c'était pas forcément le plus efficace, même sur ce qui devrait faire sa force. Mais pour rester dans l'utilisation qui n'est pas forcément optimale, je vous propose une stat qui est un non-sens. On l'a dit, Alperen c'est pas un joueur qui a le profil d'une menace de rôle d'élite. C'est pas Amar'e Stoudemire. Et pourtant, Alperen Sengun en 2023-2024 était le deuxième joueur qui jouait le plus de pick and roll en tant que rollman de la NBA. Et le rendement là-dessus, encore une fois, il était plutôt moyen, 52e centile de NBA. Et si on peut comprendre son utilisation un peu abusive
au vu de ce que ça peut débloquer grâce à sa capacité sur short roll, et on y reviendra après, et ben en fait c'était pas un cadeau justement de l'utiliser aussi souvent à mon sens. Déjà parce que c'est pas une menace de roll très intéressante, et aussi parce qu'il a pas le pick and pop, et donc au bout d'un moment dans la saison, les défenses se sont adaptées. Face à Sengun, on drop pour protéger le cercle, et on n'envoie pas d'aide très agressive sur lui parce que le décalage il va le voir et il va pouvoir l'exploiter. Et comme il n'a pas le pick and pop, et bien finalement, le décalage initial du pick and roll, il n'est pas immense. Mais ce qui est vraiment encourageant, c'est que même dans ces situations, il arrive à trouver un espèce de contre-move. Avec cette capacité à recevoir la balle en short roll et à driver et se créer un espèce de mini post-up sur la fin où il est plus à l'aise. Et finalement, le plus important, c'est qu'il arrive à se créer ce tir, ce lay-up, sans être une menace de roll évidente, celle à qui on pense en premier. Mais alors pourquoi il est utilisé aussi souvent sur le pick and roll avec Fred VanVleet? Eh bien tout simplement parce que sur le short roll, il a cette capacité à driver, mais surtout c'est un passeur de génie. C'est un des tout meilleurs passeurs sur short roll de NBA, sans doute le meilleur derrière Nikola Jokic. Et il a cette capacité à se repérer dans l'espace et à scanner le terrain très rapidement, à avoir un processus cérébral très rapide pour trouver le joueur seul. Et ce duo il marche aussi bien parce que Fred VanVleet c'est un joueur qui a le pull-up à 3 points et il n'a pas le drive. Et donc les défenses adverses, elles ont tout intérêt à monter sur lui et l'intérieur adverse monte souvent sur lui pour couper et empêcher ce fameux pull-up. Mais justement, le passeur sur post-up, pour y revenir, il gagnerait aussi à avoir en fait un plus gros décalage initial. Parce qu'Alperen Sengun, c'est un joueur capable d'avoir de la manipulation visuelle. C'est un passeur dans l'espace presque d'élite déjà. Et c'est aussi un passeur stationnaire qui est génial, qui est capable de voir les fameuses skip passes vers le corner opposé. Et avoir une mismatch plus importante à l'origine de l'action, eh ben ça permettrait de déclencher des aides presque automatiques sur lui. Et lui, il va le voir, il va voir les décalages. Il va être capable de les exploiter le mieux possible. Et pour continuer sur l'attaque au global de Houston, eh ben un meilleur spacing, ce sera vraiment l'effet boule de neige au vu du profil de Sengun en fait. Parce qu'un meilleur spacing, ce sera des aides beaucoup plus compliquées sur lui. Et si aide il y a, eh bien lui, il va les voir. Il va tout voir et il va faire le kick-out au bon joueur, au joueur démarqué. Et finalement, ça mettra la défense dans un vrai dilemme face auquel ils ne sont pas forcément aujourd'hui, puisque tu peux doubler sans vraiment de conséquences sur Alperen. Mais le spacing, c'est assez compliqué à trouver et à mettre en place à côté de ce joueur. Parce que son profil défensif aussi, il est particulier. Et Alperen Sengun, il a beaucoup progressé, mais c'est un joueur qui doit encore aujourd'hui être protégé par ses coéquipiers. Et on l'a vu quand il n'était pas là, le switch all, il marche très très bien. Il marche excellemment bien puisque tu peux être très agressif avec des joueurs qui couvrent énormément d'espace en très peu de temps et qui sont capables de rattraper les erreurs les uns des autres. Avec des Jabari Smith qui ont cette polyvalence, avec des Dion Brooks qui ont cette capacité sur le point d'attaque, avec des Amen Thompson qui a joué notamment intérieur quand le Turc s'est blessé. Et tous ces profils, notamment celui d'Amen Thompson, ils sont aussi intéressants quand Sengun il est là, justement. Parce que Amen Thompson, on l'a vu, il est parfait dans ce rôle du lawman qui vient en protecteur de cercle secondaire, en aide pour justement un peu aider le Turc. Et l'exemple d'Amen Thompson, il est très parlant et intéressant. Parce que l'équilibre, il est dur à trouver autour des deux. Évidemment, Amen, il vient bien compléter Sengun défensivement. Mais offensivement, c'est pas du tout le cas. Parce que malgré un très bon jeu de coupe, il tue un peu le spacing, voire complètement. Et quand il est là, c'est Sengun qui a la balle. Donc Amen, quand les deux sont ensemble, il est juste utilisé dans le dunker spot. Et c'est plutôt une valeur négative. Et j'en veux pour preuve les stats. Quand Alperen est sans Amen Thompson, l'offensive rating est à 117 pour les Rockets. Quand Amen Thompson est sur le terrain sans Alperen Sengun, l'offensive rating, il est à 116 pour les Rockets. Et quand les deux sont ensemble, on tombe à 111.8. Donc vraiment un très mauvais offensive rating. Mais malgré tout, je pense pas que ce soit un casse-tête insoluble pour les Rockets. Et ils l'ont déjà solvé en grande partie, puisque le Rockets c'était une top 10 défense l'an dernier. Et quand Alperen est sur le terrain, le defensive rating, il est déjà à 113.8. 113.8, c'est dans le 66e centile. C'est-à-dire que c'est mieux que 66% des line-up qui ont joué en 2023-24. Et alors oui, le defensive rating est encore meilleur quand il n'est pas là, puisqu'il passe à 111.8. Mais en fait, quand il est là, on reste sur une défense qui est plutôt
déjà bonne. Notamment parce que Sengun, il a une certaine mobilité. Et il est bon et la défense est bonne lorsqu'il fait du edge. C'est-à-dire qu'on monte à 2 sur le porteur de balle pour forcer ce porteur de balle à lâcher le ballon et que le décalage vienne d'autre part. Qu'il ne puisse pas attaquer Sengun frontalement. Et derrière, on a les ailiers que j'ai énumérés précédemment pour absorber ce décalage et ne pas complètement se découvrir. Et au vu de ce que t'apporte un Alperen Sengun en termes de moteur offensif, le calcul il est plus que rentable, je pense. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Qu'est-ce qu'il va falloir observer chez Alperen Sengun cette saison pour qu'il passe enfin ce cap? Parce qu'Alperen Sengun aujourd'hui, il est qu'à 101 de True Shooting Plus. C'est-à-dire qu'il est que 1% plus efficace que la moyenne NBA. Et c'est que dans le 38e centile pour un intérieur. Donc finalement, on n'est pas au stade d'un moteur offensif génial. Et comment faire pour que cette attaque qui était que 20e, elle passe un step pour finalement que le projet d'Houston prenne une autre dimension? Je pense qu'il faut en fait que ça passe par une sortie d'une attaque beaucoup trop basée sur le pick and roll Fred VanVleet, Alperen Sengun. Et c'est quelque chose qu'on a commencé à voir en fin de saison, juste avant que Alperen se blesse, et qu'on a continué à voir avec Amen en remplaçant de Alperen justement. On a vu beaucoup plus d'Alperen mis en tant que hub offensif, en tant que ball handler primaire de l'attaque, par qui tout commence. Pas forcément par qui tout finit, mais par qui tout commence. Et c'est logique au vu du profil, et en plus ça pourrait profiter à plein d'autres gens, notamment à un certain Jalen Green. Et on a vu 2-3 systèmes qui correspondent parfaitement aux qualités des deux joueurs. Notamment des zoom action, c'est-à-dire où Jalen Green est mis en mouvement auparavant et vient jouer un main à main avec Alperen Sengun. Ou ces actions, ces fameuses actions en X, où Fred VanVleet vient poser un écran et c'est un peu le même principe. On met Jalen Green en mouvement et on laisse Alperen Sengun prendre la décision d'où va le ballon. Et ça, c'est vraiment génial. Pour le profil de Jalen Green aussi, qui gagnerait à être mis en mouvement en amont des actions, puisqu'on a vu que c'était pas forcément un créateur héliocentrique, maestro du pick and roll. C'est un profil beaucoup plus de finisseur et Sengun de créateur. Et donc, ça fait vraiment sens d'inverser un peu les rôles. C'est-à-dire que Alperen Sengun soit le decision maker et que Jalen Green soit le finisseur. Bien plus que l'inverse, qui marche aussi très bien, puisque Jalen Green, il a vraiment cette relation avec Sengun quand Sengun est le poseur d'écran, où il le trouve très bien avec cette petite pocket pass. Mais finalement, ça ne veut pas dire que ce jeu à deux, ce pick and roll Jalen Green, Alperen Sengun, faut l'arrêter. Je pense qu'il faut juste l'implémenter de petits systèmes en plus pour qu'il soit moins facilement défendable et apporter de la variété aussi autour de Sengun. Pas que en poseur d'écran classique, parce qu'il peut faire plus, il sait faire plus. Et en plus, ce qui est bien avec ces systèmes, un peu en 5-out créés par défaut, alors que Sengun est aujourd'hui un non-shooter, c'est qu'ils sont très reproductibles avec un joueur comme Amen Thompson. Mais au final, je pense que le mot à retenir dans l'utilisation, c'est vraiment variété. Il faut plus de variété autour du Turc. Mais maintenant, c'est bien beau d'avoir jeté la pierre sur les autres, mais déjà, Raphaël Stone, il a ramené de quoi améliorer cette équipe, en comprenant bien les besoins, puisqu'il a ramené Rich Shepard, qui est un des meilleurs shooters de la QV 2024. Et ça va vraiment dans le sens de maximiser Alperen Sengun. Mais est-ce que Alperen Sengun lui-même, il pourrait pas être meilleur aussi? Je pense que oui. Et je pense même qu'il doit être meilleur, s'il veut assumer ce statut de franchise player qui lui semble destiné, mais qu'il n'a pas totalement. Il n'a pas totalement et les moves de Houston vont dans ce sens, puisqu'il n'a pas été prolongé au maximum cet été, comme tous ses copains de la draft 2021. Mais alors comment faire? Comment faire pour être encore meilleur que l'an dernier? Je pense que ça passe par un élargissement de son scoring. Un élargissement au sens littéral du terme, puisqu'il doit élargir sa zone d'action et s'éloigner du cercle. Et ce qui est encourageant, c'est que sa saison passée, elle va déjà dans ce sens. Il semble être parfaitement conscient de cela, puisqu'on l'a dit, 85% de ses tirs viennent du cercle ou de la short mi-distance. Mais déjà, c'est moins que l'an dernier, où c'était 91%. Et il commence vraiment à développer des moves en plus de ce fameux post-up. Notamment avec ce one leg un peu de grand-père à mi-distance, sur lequel il est déjà à 40%. Alors c'est que 67 tentatives et on attendra un plus gros échantillon pour être conquis. Mais en fait 67 c'est déjà plus du double que ses 2 premières saisons cumulées où il avait pris 29 tirs sur les longs mi-distance. Et à 3 points aussi, c'est encourageant puisqu'il a pris 106 3 points, c'est le double de son année sophomore où il en avait pris 53. Le tout en jouant 10 matchs de moins.
Et pour l'instant, les pourcentages, ils sont pas vraiment là. Mais au vu du toucher de balle qu'il a, eh ben, on peut être plutôt confiant pour qu'il devienne plutôt average. Et s'il arrive à avoir une vraie respectabilité au-delà du cercle, eh ben, ça va débloquer énormément de choses pour lui et pour Houston. Parce que déjà, il aura le pick and pop face à certaines match-up et donc face au drop. Et sur les fameux main à main, les dribble end-off que j'ai décrits tout à l'heure, eh ben, on sera obligé de monter. Et ça ouvrira le cercle à un joueur comme Jalen Green encore plus qu'actuellement. Et si Alperen Sengun, il arrive à vivre un peu plus loin du cercle, eh ben, ça veut dire aussi une cohabitation possible avec Amen Thompson pour qui le tir semble un chantier sans espoir. Mais bon, cette cohabitation, elle sera aussi favorisée par une meilleure utilisation, comme dit précédemment. Mais au final, je pense que ce fameux scoring d'Alperen Sengun, c'est peut-être une des choses que je vais le plus suivre de toute la NBA finalement. Parce que c'est vraiment un swing skill qui peut faire passer toute une attaque dans une autre dimension. Alors évidemment, il y a d'autres choses qui vont rentrer en compte. Le rendement d'un Jalen Green, du rookie Rich Shepard, les progrès potentiels de Jabari Smith Jr. ou même inattendus d'un Amen Thompson au shoot. Mais malgré tout, j'ai l'impression que cette efficacité et ce scoring de Sengun lié à son utilisation qui peut être plus variée avec des post-up mieux amenés ou des mains à main, eh ben ça peut vraiment être déterminant pour Houston. Déterminant en termes de résultats déjà. Parce que Houston a affiché son ambition, c'est de retrouver les playoffs dans la terrible conférence Ouest. Et finalement, les recrutements, ils sont pas très importants, à part Rich Shepard. Donc la progression, elle va passer en interne. Et ça veut dire soit avoir de meilleurs ingrédients, c'est-à-dire tes jeunes leaders qui progressent, Jalen Green et Alperen Sengun, soit finalement mieux utiliser tes ingrédients pour faire un meilleur plat. Et donc une meilleure utilisation de tes jeunes joueurs. Et cette meilleure utilisation, pour certains, elle peut aussi passer par une progression de Sengun. Par exemple, Amen Thompson, si Alperen Sengun réussit à développer un pick and pop viable, eh bien leur cohabitation, elle sera beaucoup plus simple. Et ils pourront vivre ensemble et pas l'un après l'autre. Mais pour finir, cette progression ou non et cette saison à venir, elle va aussi être déterminante pour Alperen Sengun lui-même. Parce que Houston semble très pressé de rejoindre la post-season et semble prêt à faire de gros moves. Et s'il n'a pas été prolongé, c'est pas anodin non plus. Alperen Sengun n'est pas assuré d'être le futur des Rockets pendant encore 10 ans. Mais son avenir, lui, sera sans aucun doute brillant. Ou dans une autre franchise qui saura exploiter ses mains faites d'or, c'est bien cette saison 2024-25 qui nous le dira. En tout cas, Alperen a la pression et il faudra le suivre avec passion.